Alors, oui, voilà, c'est quand même mieux. Bon, donc oui, le thème que j'ai choisi pour cette présentation, c'est l'Occident face au Sud global. Effectivement, c'est ça le problème. Il va falloir définir ce Sud global. Et après, la question est de savoir pourquoi c'est un problème pour l'Occident, quels sont les défis que présente ce Sud global pour l'Occident et comment l'Occident peut répondre. Donc voilà un petit peu ce dont je vais traiter dans cette présentation qui, oui, va durer peut-être 45 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment calibré ça de manière très, très précise. Alors pour commencer, comme ça a été suggéré, il va falloir essayer de définir ce Sud global. Et ça n'est pas simple. En réalité, bon, c'est vraiment un concept fourre-tout. Tout le monde s'en est emparé, on en entend beaucoup parler, mais sans que personne ne précise exactement ce qu'il a en tête. À mon avis, on arrive mieux à définir cet ensemble de manière négative que de manière positive. C'est-à-dire que le Sud global, c'est en gros un peu tout ce qui n'est pas l'Occident industrialisé. Donc c'est les autres, en quelque sorte. Et c'est en grande partie, mais on va voir qu'il va falloir affiner et préciser un peu tout ça, mais ça recoupe un petit peu, dans une grande mesure, ce que l'on appelait dans le temps le tiers-monde. Alors bon, ça ne vous parle pas nécessairement à vous vraiment, moi ça me parle parce que je suis vieille, mais c'est plus vraiment une expression qui est aussi fréquemment employée que ça. Et le tiers-monde, comme son nom l'indique, bah, c'est oui, le truc qui reste, quoi, en gros. Et le Sud global, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on arrive relativement bien, enfin, à se faire une idée un peu précise, de manière négative plutôt que de manière positive. Cela étant, je pense qu'il est utile de rappeler, de revenir sur un certain nombre d'antécédents ou d'ancêtres, en quelque sorte, de ce Sud global, qui ont existé au cours des, en gros, 50 dernières années, un peu plus maintenant, 70 dernières années, d'ailleurs depuis la guerre, en gros. Et on va voir en quoi ce Sud global, aujourd'hui, se distingue de ces groupes qui avaient émergé par le passé. Alors, ce que j'ai à l'esprit là, c'est essentiellement deux groupes. Il y a un premier groupe qui avait émergé, et en général, ils sont confondus par tout le monde. Alors là, je vais essayer de vous expliquer que ce n'est pas la même chose. Le premier groupe qui a émergé en 1955, à l'occasion de la conférence de Bandung, en Indonésie, c'est le groupe des pays afro-asiatiques. Donc là, comme le nom l'indique, il s'agissait d'un groupe de pays africains, d'un groupe de pays asiatiques, qui venaient d'accéder à l'indépendance et qui revendiquaient une voie à part. Donc ce groupe-là, il s'inscrit vraiment dans une logique postcoloniale, en quelque sorte, et donc c'était une réaction à la période coloniale, et ils voulaient s'imposer, faire entendre leur voix, une voix évidemment distincte, avec des intérêts différents des pays ex-colons. Donc ça, c'est les pays afro-asiatiques. On a ce groupe qui réunissait comme tête de file la Chine, l'Inde, l'Égypte. C'était Nasser, c'était Sukarno à l'époque, c'était Zhou Enlai. Et derrière eux, évidemment, toute une kyrielle de pays aussi anciennement colonisés, soit en Afrique, soit en Asie. Bon, ce groupe n'a pas véritablement, c'est pas vraiment véritablement développé, il n'a pas fait grand-chose, mais il a le mérite d'exister et d'avoir malgré tout essayé de porter la voix, une voix différente de celle du monde dominant en quelque sorte. Quelques années plus tard, et c'est là que très souvent les gens mélangent tout à mon avis, on a un autre groupe qui a émergé en 1961 et c'est le groupe des non-alignés. Alors la raison pour laquelle, en général, il y a un peu de confusion entre ces deux groupes, les afro-asiatiques et les non-alignés, c'est qu'il y a un chevauchement très important entre les deux groupes. En réalité, dans les non-alignés, on retrouve l'Inde, on retrouve l'Égypte, on retrouve l'Indonésie, pas la Chine, et on retrouve à côté de ceux-là des pays, en particulier la Yougoslavie, donc des pays qui ne sont ni africains ni asiatiques. Et là, la logique derrière ce mouvement des non-alignés, c'est vraiment une logique qui s'oppose à la guerre froide.
Donc, comme le nom l'indique là aussi, les pays ne veulent pas s'aligner ni avec le bloc occidental, ni avec le bloc communiste. Donc c'est ça le non-alignement, on ne veut pas être calé derrière une ligne ou l'autre. Ce qui ne signifie pas, par parenthèse, équidistance. Ce n'est pas nécessairement ça, donc ils peuvent à certaines occasions se rapprocher du bloc communiste ou se rapprocher éventuellement du bloc occidental, ce qui arrive moins souvent. Mais bon, le non-alignement, c'est simplement, comme le nom l'indique, ne pas s'aligner systématiquement. Mais ça n'est pas nécessairement l'équidistance. Bon, ce groupe-là, contrairement au groupe des Afro-Asiatiques, a, lui, duré dans le temps, et il existe toujours, même s'il a connu pas mal d'avatars, et donc il a changé un petit peu à la fois de couverture géographique et d'importance. Il est revenu d'ailleurs dernièrement un peu à la mode. Mais là aussi, c'est intéressant d'avoir ce groupe parce qu'à mon avis, c'est un peu un ancêtre de ce Sud global, c'est-à-dire que la volonté aussi de ce groupe, c'était de porter une voix différente des deux gros blocs. Donc il fallait que ces pays qui ne voulaient pas s'aligner aient une posture à eux et soient capables de définir une ligne distincte des autres. Donc là, on est dans un contexte plutôt de guerre froide, alors qu'avec les Afro-Asiatiques, ce qui primait, c'était le contexte post-colonial. Donc ce sont ces groupes qui, à mon avis, constituent un petit peu les ancêtres du Sud global. Mais il y a du nouveau, malgré tout, avec le Sud global, et on y viendra tout à l'heure. Alors, ce Sud global, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas industrialisé, tout ce qui n'est pas occidental, en gros, ce Sud global, on arrive à le cerner dans différents groupes. Il n'y a pas un seul groupe qui peut être qualifié le groupe du Sud global. On a certains groupes qui rassemblent des pays qui appartiennent au Sud global. C'est pour ça que c'est un concept qui est extrêmement flou. On a aujourd'hui deux groupes qui correspondent, et enfin, en tout cas, c'est ceux qu'on identifie comme étant les plus porteurs de cette voie du Sud global. C'est le groupe des 77 à l'ONU, qui représente en gros le monde en développement, en réalité pas très très actif. On a différents groupes d'ailleurs qui prétendent porter la voix des pays en développement. On a eu aussi à un moment donné un G20, mais qui n'est pas le G20 industrialisé, qui était le G20 de pays qui s'opposaient précisément aux pays industrialisés. Bon, ça c'est un peu disparu, c'est passé de mode aussi. Donc à côté du G77, à mon avis, le groupe qui est le plus actif et qu'on peut quelque part identifier le plus clairement avec le Sud global, c'est le groupe des BRICS. Le groupe des BRICS, ça c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant comme groupe. Initialement, les BRICS, c'était, là aussi comme le nom l'indique, Brésil, Russie, Inde, Chine et un petit peu après, Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud a été ajoutée à ce groupe de manière un petit peu tardive. Alors, c'est intéressant de revenir sur ce groupe des BRICS parce que ce groupe, en réalité, ce nom des BRICS, n'a pas été inventé par les pays eux-mêmes. Donc ce ne sont pas eux qui se sont revendiqués comme étant les BRICS. C'est un économiste d'une banque d'investissement, Goldman Sachs, qui a inventé cet acronyme en disant, voilà, il y a un certain nombre d'économies qui, si elles continuent à croître au rythme auquel elles croissent actuellement, et ça se passait au début des années 2000, eh bien ces économies vont perturber, déstabiliser de manière très forte l'économie mondiale. Donc s'ils continuent à croître, ils vont passer devant les pays industrialisés en poids global, ils vont passer devant le G7. C'était ça le propos de Jim O'Neill quand il a inventé cet acronyme de BRICS. Alors, ce qui est vraiment intéressant et quelque part un peu amusant, c'est que les pays concernés se sont dit « Ah, sapristi, c'est pas mal, oui, cet acronyme, mais c'est vrai qu'à nous 5, enfin 4 plus 1, on pèse lourd déjà,
pèsera peut-être encore plus lourd à l'avenir, mais on pèse déjà lourd, et on peut peut-être, oui, tiens, damer le pion au G7. Donc ils se sont emparés de l'acronyme, et ce qui était au début juste un acronyme est devenu vraiment un groupe constitué et un peu organisé. Mais je trouve que la genèse est assez intéressante. Ce n'est pas les pays eux-mêmes qui se sont dit « oui, tiens, associons-nous et constituons un truc qui va s'appeler les BRICS ». C'est quelqu'un qui a identifié ces 4 pays et qui a dit « tiens, voilà, c'est eux qui vont peut-être changer la donne ultérieurement ». Et les pays se sont saisis de ce concept pour le faire, quelque part, grandir. Donc le groupe des BRICS, c'est la raison pour laquelle on le rapproche du Sud global, c'est que ce groupe a précisément une volonté de porter un certain discours. C'est un groupe qui fait preuve d'activisme. Donc ce n'est pas juste une description d'une réalité, mais il y a une sorte de volonté politique qui se cache derrière ce groupe aujourd'hui. Et donc ça correspond à ce que l'on voit avec le Sud global, qui aurait une vision un peu différente, enfin, assez fondamentalement différente, de celle du monde industrialisé et du monde occidental, les deux étant assez largement la même chose, en quelque sorte. Donc voilà, moi, comment je définirais ce Sud global. C'est flou, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a une volonté de contestation, en quelque sorte, et donc on arrive à identifier, malgré tout, un regroupement qui peut peut-être structurer ce qu'est ce Sud global. Donc vous voyez que c'est quand même un peu acrobatique et un peu flou tout ça, mais on va voir, enfin j'espère qu'on va essayer de clarifier tout ça et de voir en quoi ce Sud global se démarque de l'Occident, et ce qu'il essaie de faire, et dans quelles sont les chances qu'il puisse faire entendre sa voix. Donc le deuxième point que je veux développer, c'est que ce Sud global a bel et bien des revendications à faire valoir. Et de ce point de vue-là, il se démarque là par ce que j'appelais tout à l'heure de l'activisme. Il se démarque vraiment de ce qu'était le non-alignement. Les non-alignés, bon, ils ne voulaient pas s'aligner, mais il n'était pas très clair de comprendre exactement ce qu'ils voulaient faire. C'était plus de l'opposition et pas vraiment de prise de position très positive, en quelque sorte. Avec le Sud global, ce n'est pas exactement ça. Et là, ce que l'on détecte, c'est qu'il y a la volonté de prendre des positions donc, alternatives à celles de l'Occident. Et la raison pour laquelle ces pays veulent défendre cette posture, c'est qu'ils sont en gros très mécontents de l'ordre international qui a été imposé par les pays industrialisés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a quand même été organisé, il faut bien le reconnaître, que ça nous plaise ou pas, mais c'est une réalité, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par les pays industrialisés, sans demander l'avis des autres, évidemment, puisque les autres en question étaient vraiment commençaient juste à s'organiser sur le plan interne. Ils sortaient d'une période coloniale pour la plupart d'entre eux, et donc ils n'avaient absolument pas voix au chapitre. Donc ils vont ensuite se développer, pour certains, pas pour tous, mais enfin, il y a en tout cas se mouvoir dans un monde qui a été organisé, structuré, défini en dehors de leur volonté. Donc aujourd'hui, eh bien, ils estiment que ça suffit. En quelque sorte, c'est ça vraiment le discours que ce groupe un peu flou, enfin en contour assez flou, essaie de porter. Donc ils s'opposent aux règles du jeu définies par l'Occident. Ils s'opposent à ce qu'ils appellent l'ordre international libéral. Et c'est là qu'ils estiment que leurs intérêts ne sont pas suffisamment bien défendus. Donc on retrouve ce genre de revendications dans diverses organisations internationales. Et si on a aujourd'hui, par exemple, un blocage quasi complet de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, c'est en grande partie... Alors, il y a différentes raisons et les États-Unis y contribuent aussi. Mais avant même que les États-Unis contribuent au blocage, on avait en réalité des blocages dus au fait que les intérêts du Sud global, ou des pays en développement de manière très large, n'étaient pas suffisamment bien défendus. L'échec du cycle de négociation de Doha,
tient au fait que les pays en développement ont estimé que leurs intérêts n'étaient pas suffisamment bien défendus et surtout que leurs intérêts n'avaient pas été complètement pris en compte à l'occasion du cycle précédent de négociation. Donc ça, c'est un exemple du mécontentement de ces pays à l'égard de l'ordre qui a été mis en place par les pays occidentaux. Aujourd'hui, vraiment de manière très récente, on a un cas de figure dans lequel on voit, là aussi, s'exprimer le mécontentement ou le désaccord du Sud global par rapport aux pays occidentaux, et c'est le cas de la guerre en Ukraine. Dans le cas de la guerre en Ukraine, on a des votes aux Nations Unies qui montrent que, contrairement à ce que l'Occident espérait, la position de l'Occident n'est pas soutenue par les pays en développement. Alors, ils ne sont pas nécessairement opposés de manière frontale, en quelque sorte, mais ils peuvent simplement s'abstenir. Et ça, malgré tout, ça a été un peu la grande surprise pour les pays occidentaux qui pensaient que, tout naturellement, leur position sur cette guerre d'Ukraine, c'est-à-dire la condamnation de la Russie, de l'agression russe, allait être unanimement applaudie par le reste du monde. Eh bien, patatras, c'est absolument pas le cas. Alors, je vous dis, il n'y a pas nécessairement des votes négatifs, donc il n'y a pas nécessairement un appui de la part de tous ces pays à l'agression russe, c'est pas ça, mais le fait qu'ils s'abstiennent montre qu'ils ne soutiennent pas la position de l'Occident. Donc ils estiment que, et ça me paraît être très intéressant, que ce problème que nous, occidentaux, on estime comme étant le problème majeur aujourd'hui, et le défi, et la question sur laquelle il n'y a pas de question à se poser justement, il faut évidemment s'opposer à cette agression, pour eux, c'est absolument pas ça. Ce n'est pas leur problème. Ça, c'est une grosse révélation pour nous. Je pense que c'est là que les yeux se sont ouverts sur le fait que le monde n'est peut-être plus aujourd'hui dominé par l'Occident. Cette domination occidentale qui allait de soi jusqu'à présent, eh bien, elle est largement remise en question. Et ça, c'est un peu la surprise du chef, si je peux m'exprimer comme ça. Donc cette position en quelque sorte de neutralité de la part d'un grand nombre de pays en développement, aux pays du Sud, comme on les appelle, montre simplement qu'ils n'adhèrent pas au récit occidental. Et c'est ça vraiment le fond et ce qui unit en quelque sorte tous ces pays du Sud global. Ils ne suivent pas l'Occident, en gros. Et ils font valoir cette position. Et donc ça s'est manifesté à travers cette affaire de guerre en Ukraine. Mais ça a été vraiment perçu, me semble-t-il, par les pays occidentaux comme d'abord un affront, et puis ça a été une grosse surprise. Donc il y a une prise de conscience de la part de l'Occident que finalement son récit d'abord ne marche pas toujours, et que les valeurs qu'il défend, le modèle qu'il défend, n'est peut-être pas aussi attractif et aussi souhaitable que ça par tous. Et ça, c'est une nouveauté. Et de ce point de vue-là, la posture qui est prise par ce groupe de pays est beaucoup plus militante, en quelque sorte, que c'était le cas avec les groupes que j'ai identifiés précédemment, à la fois les Afro-Asiatiques ou le groupe des non-alignés. Là, on n'est plus du tout dans la même logique, on est vraiment dans une logique, oui, que je qualifierais quasiment de militante. Donc voilà comment moi j'identifierais ce qu'est le Sud global et ce que revendique, quel est le discours porté par ce Sud global. C'est un discours de contestation, c'est un discours alors qui n'est pas nécessairement complètement bien structuré. On s'oppose simplement, enfin on conteste ou on n'adhère pas au positionnement de l'Occident, sans pour autant être très clair sur ce que l'on veut. Mais on veut simplement ne pas être des moutons et ne pas suivre la position imposée par l'Occident. Alors évidemment, bon, c'est un peu douloureux pour les pays occidentaux de se rendre compte de ça. Je vous dis, la prise de conscience a été douloureuse et assez lente. Et
enfin, personnellement, je trouve ça un peu étonnant qu'on ait mis autant de temps à se rendre compte qu'en réalité, on ne faisait pas, enfin le modèle occidental ne fait pas nécessairement autant envie que ça. On est vraiment parti du principe que c'était le cas. Et je pense qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Et on aurait dû déjà avoir malgré tout quelques petits clignotants qui auraient dû s'allumer lorsque l'on voit qu'un pays comme la Chine semble assez attractif. Donc ça veut dire qu'il y a des modèles alternatifs. Je ne dis pas que ça soit un bon modèle, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, aux yeux d'un certain nombre de pays, ça peut être perçu comme étant un modèle alternatif intéressant. Donc ça, on aurait dû quand même se poser des questions, mais non. Il a fallu quelques événements comme cette guerre d'Ukraine pour qu'on ouvre les yeux sur la réalité de la contestation. Alors, comment est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre du groupe le plus peut-être structuré qui défend un peu ses intérêts du Sud global, à savoir le groupe des BRICS. Bon, ce groupe des BRICS... Je vous dis, il s'est emparé de l'acronyme, mais malgré tout, depuis qu'il s'est emparé de l'acronyme, il est vraiment devenu un vrai groupe. Donc on a aujourd'hui des sommets des BRICS réguliers, et on a une volonté de ce groupe de jouer un rôle sur la scène internationale. Et ce groupe des BRICS a, par exemple, mis en place diverses institutions qui viennent s'opposer, ont essayé de remplacer certaines institutions qui avaient été mises en place par les puissances occidentales. Donc là, je fais allusion en particulier à la nouvelle banque de développement mise en place par les BRICS. Ça montre quand même qu'ils essaient de faire quelque chose. Alors je ne vous dis pas là non plus que ça a marché, mais ça a le mérite d'exister, cette institution-là. Donc c'est quand même pas complètement... c'est pas complètement nul ce qu'ils font. Il y a derrière aussi ce groupe des BRICS la volonté de pousser l'utilisation d'autres monnaies que le dollar. Parce que ça, la domination du dollar, c'est un peu le symbole de la domination occidentale sur le monde et en particulier sur l'économie mondiale. Et là, avec les tentatives de remplacement du dollar par le renminbi, par exemple, la monnaie chinoise, il y a des efforts faits en ce sens, et là aussi, c'est quelque chose qui est complètement poussé par les pays qui font partie des BRICS. Donc là, on a une volonté au sein des BRICS d'utiliser plus de renminbi, ou d'autres monnaies locales d'ailleurs, plutôt que du dollar. Donc là, il y a de la part de ce groupe vraiment une volonté de prendre des actions vraiment concrètes pour s'opposer à la domination du monde occidental. Dernièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, et ça a beaucoup agité les esprits aussi, et je pense que ça a contribué aussi à la prise de conscience à côté de l'affaire d'Ukraine. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un élargissement des BRICS maintenant à 5 autres nouveaux pays. Et maintenant, on a un groupe qui n'est plus les BRICS, mais les BRICS+. Donc ceux qui sont rentrés dans le groupe des BRICS+, maintenant, il y a un certain nombre de pays qui ne sont plus, enfin qui viennent d'une autre zone géographique, à savoir le Moyen-Orient. On a maintenant dans les BRICS+, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, de manière un peu surprenante, et l'Éthiopie. Il y aurait dû y avoir aussi, enfin il avait été décidé que l'Argentine rentrerait dans le groupe des BRICS, mais finalement, le président Milei en a décidé autrement, et donc finalement, l'Argentine ne fait pas partie du groupe. Donc on a 5 nouveaux membres dans ce groupe des BRICS+, ce qui évidemment donne un poids beaucoup plus important à ce groupe, qui désormais n'est plus simplement un groupe de pays émergents. On a des pays là-dedans qui sont vraiment des pays riches.
les Émirats, l'Arabie Saoudite. Alors bon, c'est pas nécessairement pour de très bonnes raisons économiques, enfin, pour de très bonnes raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas nécessairement le résultat d'un vrai développement économique, une industrialisation, une vraie restructuration de l'économie, mais malgré tout, c'est des pays riches. Et ça change un peu la donne par rapport au groupe d'origine où il y avait véritablement que la Chine qui avait réussi à s'enrichir et les autres étaient encore, dans une très large mesure, des pays en développement. Enfin, émergents certes, mais en développement. Bon, avec ces nouveaux venus dans les BRICS+, on est dans un autre cas de figure. Et en plus, ce groupe désormais pèse beaucoup plus lourd. Donc si on prend l'ensemble des PIB de tous ces pays en parité de pouvoir d'achat, ils sont devant le G7 en parité de pouvoir d'achat. Donc là, si mes chiffres sont bons, ils sont à peu près sur pied d'égalité, mais avec une petite avance pour les BRICS+, 32% du PIB mondial pour les BRICS+, et 30% pour le G7. Bon, ça c'est en PPA, donc à mon avis, c'est quand même la mesure qui compte, hein. Mais si on prend en dollars courants, alors là, le G7 est encore devant, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est pour ça que j'ai mon petit ordinateur pour avoir les chiffres précis, voilà. Donc là, si on prend les PIB en dollars courants, le G7 est toujours loin devant, avec 43% du PIB mondial et simplement 29% pour les BRICS+. Mais bon, malgré tout, c'est quand même un groupe qui compte et qui vraisemblablement va, comme les BRICS, continuer à faire valoir des idées différentes et vraisemblablement pousser des institutions, éventuellement l'émergence des institutions alternatives à celles qui existaient par le passé. Donc on a une véritable une contestation de plus en plus organisée de l'ordre établi par ces pays-là. Donc à mon avis, on peut vraiment voir ce groupe des BRICS+, comme étant un peu le sommet, si vous voulez, de ce vaste ensemble qui est le Sud global. Ce sont eux qui sont les plus actifs, qui vont porter un discours, qui vont prendre des actions concrètes, mais ils représentent, à mon sens, vraiment les positions que pourrait défendre ce que l'on appelle le Sud global. Alors, est-ce qu'il faut s'affoler, s'inquiéter de tout ça ? Là, du point de vue de l'Occident, il me semble qu'on oscille un peu, selon les personnes avec lesquelles vous parlez, entre déni et alarmisme. Et à mon avis, il faut se garder de ces deux positions extrêmes. Il y a un certain nombre de gens qui maintiennent encore la position selon laquelle ce BRICS+, et l'ensemble de ce Sud global qui se cacherait derrière, c'est pas très important et ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit. Et donc, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter parce qu'on nie la réalité, en quelque sorte. Donc vraiment, il y a une posture de déni. À mon avis, ça n'est pas la bonne posture à avoir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une vraie remise en cause de la domination qui nous paraissait naturelle jusque-là. Donc il faut quand même se poser des questions. Le déni ne me semble pas du tout être la bonne posture. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille non plus sombrer dans l'alarmisme absolu, parce que ce que l'on observe, c'est que malgré tout, c'est quand même compliqué pour ces pays-là, ces pays des BRICS, de s'entendre et de pousser certaines actions de manière conjointe. Donc si on reprend l'exemple que je prenais tout à l'heure de la nouvelle banque de développement, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Elle n'a pas prêté grand-chose aux pays qui en auraient eu besoin. Donc, apparemment, c'est quand même compliqué de se substituer à des institutions existantes, et la nouvelle banque de développement n'a pas vraiment fait ses preuves. De la même manière, tous les efforts qui ont été faits pour remplacer le dollar, et il y a eu quand même, au-delà de la volonté de le remplacer par des monnaies existantes comme le renminbi, il y a eu aussi l'idée, à un moment donné, qui a été lancée, de créer une monnaie des BRICS.
Bon, et ça a fait long feu. Donc, il y a peut-être des velléités, il y a peut-être des efforts pour renverser la table, mais c'est quand même pas aussi facile que ça. Donc, il ne faut peut-être pas non plus s'affoler. Ces pays ne vont pas, oui, complètement révolutionner l'ordre du monde aussi rapidement ou aussi complètement que certains le prétendent. Donc, pas de déni. Je pense qu'il faut quand même être conscient qu'il se passe quelque chose, mais pas d'alarmisme non plus. Il ne faut pas paniquer. Ces pays vont avoir certaines difficultés à se mettre en ordre de bataille, en quelque sorte. Ce qui quand même change la donne avec le BRICS+, c'est que la nature des économies qui maintenant constituent le groupe est beaucoup plus diversifiée. Enfin, les économies ne sont plus toutes de la même nature. Et on a là-dedans des pays qui sont les principaux producteurs de pétrole, mais vous allez me dire, bon, de toute façon, on va vers l'après-pétrole, donc c'est pas grave. Oui, mais ils sont aussi producteurs de certains métaux critiques. Donc là, ça peut être aussi intéressant et ça peut leur donner une force de frappe importante et intéressante. Donc on a avec ce nouveau groupe à la fois des producteurs de produits importants et aussi des consommateurs. Donc ils peuvent s'entendre entre eux, les consommateurs faisant appel aux producteurs. Et donc là, c'est quand même une configuration qui présente, à mon avis, un peu plus de risques pour l'Occident. Donc pas d'alarmisme, oui, pas de panique, oui, mais il faut quand même regarder les choses en face et regarder la réalité des changements qui sont apparus avec la constitution de ce BRICS+. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça? À mon avis, comme j'ai déjà dit un certain nombre de fois, il faut se rendre à l'évidence que le monde a changé, qu'il y a de nouveaux acteurs dans le monde qui ont vraiment maintenant la volonté de porter un discours alternatif. Et il ne faut pas passer ça sous le tapis. Je pense qu'il faut engager un dialogue avec ces pays-là. Et ce qui serait évidemment idéal, mais là c'est un petit peu du wishful thinking, comme on dit en anglais, ça serait de procéder à des réformes en profondeur des organisations internationales, par exemple. Ces organisations internationales, et ça serait vraiment la première mesure à prendre, qui précisément prendrait acte, enfin qui montrerait qu'on prend acte des changements qui sont intervenus dans les équilibres globaux et qu'on en tient compte, qu'on les intègre dans l'organisation du monde. Donc une réforme des organisations internationales avec des voies plus importantes pour les pays du Sud global qui, de fait, pèsent plus lourd. Alors ça, c'est particulièrement vrai pour les institutions financières internationales, au sein desquelles les pays ne sont pas tous sur pied d'égalité. Et là, je pense essentiellement à la Banque mondiale et au FMI. Dans ces pays-là, dans ces institutions-là, tous les pays n'ont pas une voix. Ce n'est pas un pays, une voix, c'est un nombre de voix en fonction du poids économique. Et on est encore, même s'il y a eu diverses réformes, on est encore dans une situation où les États-Unis ont l'essentiel des voix au sein du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et ça, c'est l'héritage du lendemain de la guerre. Bon, il n'est quand même pas normal que la Chine n'ait pas un peu plus voix au chapitre. Alors, il y a eu diverses réformes qui ont donné un peu plus de poids à la Chine. Malgré tout, elle n'est pas représentée à hauteur de ce qu'elle devrait être représentée dans ces institutions-là. Donc, il y a des efforts à faire dans cette matière-là. Dans les autres organisations, et en particulier à l'ONU, bon, ce n'est pas exactement la même chose. Les choses ne sont pas organisées de la même manière. Et là, c'est un pays, une voix. Mais il y a, tout le monde le sait, une instance au sein des Nations Unies qui est le Conseil de sécurité. Et dans le Conseil de sécurité, bon, on a les grands pays qui sont sortis vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça n'a pas été revu. Et alors là, bon, la Chine y est, la Russie y est, mais l'Inde, elle n'y est pas. Et donc l'Inde estime que ça n'est pas très, très normal. Donc là, il y a quand même encore une représentativité très déficiente au sein de cette instance. Donc là, il y a vraiment des réformes très importantes qui devraient être faites
pour montrer, pour que l'Occident montre qu'il prend acte des changements qui sont intervenus. Bon, c'est extrêmement compliqué. Et la France, par parenthèse, n'aidera certainement pas aux réformes que je viens d'évoquer. Mais ça serait la manière de faire pour qu'il y ait un dialogue, en quelque sorte, qui s'instaure avec ces pays qui veulent remettre un petit peu les choses en ordre et qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. Bon, on est assez loin de compte. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller, à mon avis. Alors, moi, la conclusion que je tirerais de tout ça, c'est qu'il faut clairement comprendre que ces pays du Sud global, représentés en quelque sorte par le BRICS+, ont un véritable message politique à faire passer. Et précisément, l'élargissement du groupe des BRICS, c'est un message politique. Ça montre bien que ces pays commencent vraiment à s'organiser et que ça va au-delà de la poignée des 5. Donc là, il y a vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter cette affaire des BRICS+, c'est qu'il y a là aussi une véritable structuration de la part de ce Sud global pour se faire entendre. Ce que ça veut dire aussi, c'est que vraisemblablement, il faut admettre que le monde aujourd'hui est multipolaire. Ce qui nécessite évidemment une organisation différente de celle que l'on a connue jusqu'à présent, puisqu'on a eu en réalité une période pendant laquelle on a eu de la bipolarité, et puis plus récemment, quasiment de l'unipolarité. Et donc là, ça n'est plus la réalité du moment. Donc là, il faut acter cette multipolarité, ce qui passe par les différentes réformes auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut faire en sorte que cette multipolarité soit traduite dans l'organisation du monde. On ne peut pas rester sur une organisation du monde qui est malgré tout très, très largement unipolaire, c'est-à-dire avec une hyperpuissance qui essaie de faire la pluie et le beau temps. Donc ça, c'est simplement plus possible. Et de ce point de vue-là, la remise en cause est plus, quelque part, légitime de la part de ce groupe, même s'il est très, très difficile à cerner, qu'une remise en cause qui viendrait d'un seul pays, comme la Chine, par exemple. Donc là, la remise en cause, elle est, à mon avis, plus profonde et plus sérieuse à prendre en compte, parce qu'elle émane d'un ensemble et pas simplement d'un seul pays. Donc voilà, en gros, moi, ce que je voulais expliquer sur ce Sud global. Bon, vous voyez que ça reste quand même un peu flou et un peu cafouilleux, parce que la réalité est en train de s'organiser en quelque sorte. Mais il se passe quelque chose, et c'est vraiment ça le message. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces changements. Ces changements sont de véritables changements, des changements sérieux. Il ne faut pas ignorer ça et dire ouais, ils vont bien se calmer, c'est pas grave. Non, c'est pas nécessairement que c'est grave, mais c'est qu'il y a des changements qu'il faut reconnaître. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et penser qu'on va revenir, une fois que la guerre en Ukraine sera calmée, à un ordre relativement bien organisé qui nous allait bien. Non, on ne reviendra pas en arrière. Il s'est passé quelque chose, il y a des nouveaux équilibres, et il faut que ces nouveaux équilibres soient pris en compte dans l'organisation du monde, dans l'ordre international, comme on appelle ça. Parce que c'est vraiment ça l'idée, et le Sud global a été là pour vraiment faire prendre conscience de cette réalité changeante. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Je suis évidemment prête à essayer de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Je fais un peu de propagande avant ça pour vous dire que dans pas tout à fait le dernier numéro, mais l'avant-dernier numéro de la revue
qui est publié par l'IFRI, à savoir Politique étrangère, auquel vous devriez tous être abonnés. Il y a toute une série d'articles dans une première partie qui est consacrée précisément au Sud global. Alors il y a différentes manières d'approcher le problème. Il y a un premier article justement d'un économiste, je crois, latino-américain sur le Sud global et de retour et pour de bon. Donc en gros, il raconte un peu le fond du propos. C'est un peu ce que j'ai dit, même si je ne me suis pas du tout inspiré de son article. Mais ce qui souligne bien, c'est que ce Sud global cherche à s'émanciper, cherche à faire entendre une nouvelle voix. Après, il y a un autre article qui parle aussi de ce Sud global, mais en expliquant quel est le rôle de la Chine dans cette affaire-là. Et l'idée est de dire que la Chine peut être le leader. Là, moi, je serais un petit peu prudente là-dessus, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de leaders. Enfin, il y a beaucoup de pays qui se revendiquent leaders du Sud global. La Chine cherche à l'être, l'Inde cherche à l'être aussi. Et donc, ça, c'est peut-être quelque part une des faiblesses, c'est que ces pays au sein du Sud global ne s'entendent pas non plus très très bien entre eux. Et ils se font un peu de concurrence les uns avec les autres. Donc là, l'article de Norbert Gaillard est peut-être un peu plus optimiste que moi là-dessus. Après, voilà, il y a un article sur les BRICS, et donc qui va dans le sens là aussi que je disais, à savoir que les BRICS, c'est une des manifestations un peu organisées du message que veut passer le Sud global, hein, mais avec évidemment tout un tas d'incertitudes et de tensions internes, puisqu'on a aussi, au sein de ces BRICS, justement, l'Inde et la Chine qui se mordent un peu le nez, l'Inde qui n'est pas complètement non plus alignée avec la Russie, donc il y a des tensions au sein du groupe, c'est clair, et un certain nombre d'incertitudes. Et puis il y a un autre article qui est un petit peu décalé sur l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une autre manifestation, concrétisation de l'organisation de pays du Sud global. Donc voilà, je vous recommande chaleureusement, je laisserai cet exemplaire, je ne sais pas, à votre responsable, mais j'ai par ailleurs des petits flyers là, qui vous permettront de vous abonner à Politique étrangère si vous le voulez, et ce qui sera extrêmement utile pour évidemment votre formation en géopolitique. Donc voilà, fin de l'instant publicitaire, et je suis prête à tenter de répondre à vos questions si vous en avez, mais je ne doute pas que vous en aurez, ou des clarifications à apporter sur les explications que j'ai essayé de rendre claires, mais compte tenu de la confusion du sujet, ça n'est pas nécessairement le cas. Voilà, donc qui veut commencer ? Allez-y. Vous nous avez expliqué qu'on pouvait discerner ce qu'était le Sud global à travers certaines organisations, comme les BRICS. Une question comme ça qui m'est venue, la Russie c'est dans les BRICS, est-ce que la Russie on la met dans le Sud global ? Oui, on peut. Je vous dis, dès l'instant qu'il n'y a pas de définition, on peut voir ça un peu comme on veut, mais dans la mesure où la Russie est précisément dans une posture de remise en question de l'ordre, et pour moi c'est ça vraiment le fil rouge derrière ce Sud global, ou la logique derrière ce Sud global, c'est une remise en cause de l'ordre établi. Ça ne leur plaît plus, la manière dont les choses se passent. Bon, la Russie a contribué à la mise en place du système, mais d'entrée de jeu, elle l'a contesté. Et c'est bien à cause d'elle que l'ONU est largement bloquée et que pas mal d'autres institutions sont bloquées. Donc de ce point de vue-là, moi, ça ne me pose pas vraiment de problème existentiel de mettre la Russie dans le Sud global. C'est pour ça que ce terme de Sud global, par parenthèse, n'est pas un terme, c'est un terme qui est un peu bizarre, et ce n'est pas un terme géographique. On a des pays qui font partie du Nord, ou qu'on met sous l'étiquette Occident. Par exemple, le Japon, qui n'est pas occidental, que je sache, n'empêche qu'on le considère comme étant une puissance occidentale. Donc ces divisions géographiques sont assez, à mon avis, prêtes à confusion.
Donc là, ce qui est important, à mon avis, c'est la remise en cause, et c'est pour ça que, pour moi, le BRICS+, est une des manifestations un peu organisées de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Mais bon, on peut très bien ne pas être d'accord, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Moi, je comprends ça comme ça. Bonsoir madame. Moi j'ai beaucoup de questions, donc s'il y a des gens qui ont des questions entre-temps pour changer un peu, n'hésitez pas. Ma première question, vous avez parlé du renminbi. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie chinoise. Yuan ou renminbi, c'est pareil. Renminbi, c'est la monnaie du peuple. C'est ça que ça veut dire. Okay, donc c'est la monnaie chinoise. Et la Chine tente de remplacer le dollar, enfin en tout cas fait tout ce qu'elle peut pour essayer de détrôner le dollar. Alors elle fait tout un tas de choses pour ça, hein, en favorisant le paiement du commerce avec la Chine en monnaie chinoise. Et ça reste limité, mais ça commence à fonctionner quand même, notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est, où il y a énormément de commerce qui est fait entre la Chine et ces pays qui sont voisins. Et donc là, ils poussent l'utilisation du yuan ou du renminbi. Bon, ce qu'elle fait aussi pour ça, elle a passé les accords de swap avec tout un tas de banques centrales. Enfin, la Banque populaire de Chine a passé des accords de swap avec tout un tas de banques centrales. Et ça aussi, ça peut encourager l'utilisation du renminbi. Le petit problème, malgré tout, qui se pose, et ce qui explique que c'est pas si facile que ça de remplacer le dollar, c'est que, d'abord, il n'est pas facile de changer les habitudes. Ça peut paraître un peu trivial et un peu bête, mais c'est vrai. Et surtout, vous avez des grands pans du commerce international, et notamment tout ce qui concerne les produits, enfin les matières premières, qui traditionnellement sont libellés en dollars. Et donc ça va être aussi assez compliqué de remettre ça en question. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'il y a tout un tas de pays qui ne sont pas très contents d'être payés en renminbi. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on en fait après? On peut acheter en Chine, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est en fait convertir en une autre monnaie, et notamment en dollars, parce qu'au moins le dollar, on peut l'utiliser partout. Donc, c'est pas si simple, quoi. Et ce qui fait que, au-delà des inerties, on voit que la part de renminbi dans le commerce, par exemple, ou dans la dette contractée par les différents pays dans le monde, est toujours relativement faible. Vous aviez d'autres questions, allez-y. Vous parliez de la nouvelle banque de développement et du fait qu'elle n'avait pas réellement fonctionné. Est-ce que c'est dû en fait, au blocage entre la Chine et l'Inde ou l'Inde et la Russie, ou est-ce que c'est juste un problème fonctionnel du fait que... Non, je ne sais pas exactement si c'est des tensions entre Chine et Inde, ou si simplement, là aussi, il y a des inerties, il y a des habitudes, ou les conditions. Je ne sais pas non plus dans quelles conditions exactement elle prête par rapport à la Banque mondiale. Là aussi, le problème, c'est assez difficile de remplacer, par exemple, une institution comme la Banque mondiale. On peut en dire beaucoup de mal, mais cette Banque mondiale, d'abord, elle a le mérite d'exister depuis longtemps, ce qui veut dire qu'elle est extrêmement bien cotée sur les marchés, donc elle est comme les andouillettes, hein. Donc, c'est une banque qui est très, très, très solide, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, et alors, ça permet à cette Banque mondiale d'emprunter sur les marchés dans des conditions extrêmement intéressantes. Et si la banque peut emprunter sur les marchés dans des conditions très intéressantes, ça lui permet de prêter au pays dans des conditions très intéressantes aussi, étant donné qu'elle va prêter avec une mini-marge, mais ça reste des taux qui sont inférieurs aux taux du marché. Donc, c'est pas facile pour une banque de développement d'asseoir, si vous voulez, sa crédibilité. Alors, il y a probablement ce problème-là qui s'est posé aussi, mais j'avoue que je ne sais pas exactement quelles sont les raisons. Est-ce que c'est des raisons du côté de l'offre, c'est-à-dire est-ce que c'est la banque elle-même qui n'a pas su précisément bien fonctionner? Est-ce qu'il y a eu des bisbilles entre les pays qui l'ont mise en place? Ou est-ce que c'est un problème de demande, c'est-à-dire que les pays se sont assez peu tournés vers cette banque-là, préférant se tourner vers les bailleurs traditionnels, qui, malgré tout, prêtent dans des conditions très intéressantes. Sans parler de l'autre guichet de la Banque mondiale, par parenthèse, qui est l'Association internationale de développement, qui, elle, prête sans intérêt.
qui est une espèce de gros pool constitué par les pays les plus riches et que les pays les moins développés peuvent utiliser. Quel état l'ordre mondial va Pardon ? prendre puisqu'on n'arrive pas à réformer l'ordre mondial actuellement, quel est un peu le futur qui se profile Ça, on c'est est la dans un question à blocage plusieurs millions de dollars. Mais effectivement, là aussi, à mon avis, il faut être pragmatique et réaliste. C'est toujours la même chose. Si vous n'êtes pas content de l'ordre tel qu'il est organisé aujourd'hui, il y a deux manières de faire. Soit vous essayez de le réformer, soit vous foutez tout par terre et vous essayez de créer quelque chose à partir de rien. Donc là, c'est vraiment la révolution, hein, réforme, révolution. Bon, je pense qu'il faut être réaliste. Ça va être très difficile de faire une révolution. Donc, moi, je penserais plutôt qu'on va avoir de la réforme un peu à la marge. Mais on voit que cette réforme à la marge, même ça, c'est très, très, très compliqué. Moi, je parierais plus sur cette option-là, mais on voit que c'est difficile. Alors, c'est difficile essentiellement parce qu'il y a des réticences de la part de ceux qui ont dominé l'ordre en question depuis 1945. Je vous dis, de ce point de vue-là, la France n'est absolument pas exempte de critique, hein, parce qu'au Conseil de sécurité, nous, on y est. Hein. Aujourd'hui, on peut se demander pourquoi. Mais bon, on a l'arme nucléaire, ok. Bon, je fais un peu de la provoque. Mais malgré tout, si on prenait la situation aujourd'hui, oui, c'est vrai que la France a l'arme nucléaire, d'accord. C'est vrai, ça la met dans une catégorie à part. Mais autrement, on peut un peu se poser des questions, quoi. Pourquoi la France a ce rôle un peu démesuré? Et si on regarde les équilibres, c'est un peu une vision d'économiste, mais si on regarde les équilibres économiques, on se dit qu'il serait peut-être plus logique d'avoir un siège Union européenne. Donc, sièges nationaux. Bon, évidemment, il est totalement exclu de parler de ce genre de choses à l'Élysée, quel que soit le locataire. Mais donc, voilà, même les réformes, c'est compliqué. Donc honnêtement, je ne sais pas vers quoi on va, hein, mais il me semble très, très, très compliqué de rester dans la situation actuelle. On voit bien que là, ça tire à Uadia, ou alors on va vers un système où il y aura... Ça ne serait pas envisageable, malgré tout, pas viable, d'avoir un système avec des institutions parallèles. Dans certains domaines, éventuellement, ça peut marcher. Dans les domaines techniques, éventuellement, ça peut marcher. Et encore, avec d'énormes limites. On voit bien que le découplage dont on a beaucoup parlé sur le plan économique, ça ne marche pas. Les économies aujourd'hui, les pays sont complètement imbriqués les uns avec les autres. Donc ça ne marche pas. Ça serait la même chose pour l'organisation du monde. On ne peut pas avoir des organisations parallèles. Je vois pas comment ça pourrait vraiment fonctionner. Donc c'est très compliqué. Mais je n'ai pas la réponse. Si ça a des questions au concours, je demande d'avoir les copies. Hein. Ça m'intéresserait. Autre question ? Oui, bonsoir Oui. madame. Dans cette définition un peu difficile du Sud global par rapport à l'Occident, et qui n'est pas vraiment l'Occident, comme vous le disiez, il y a le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, enfin tous Oui, ces c'est pour ça que pays-là. plutôt monde industrialisé. Le monde industrialisé. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, et que je m'étonne de ne pas vous avoir entendu prononcer, c'est la démocratie en fait. Parce que s'il y a bien une valeur qui est commune à l'ensemble des pays de l'Occident industrialisé, c'est la démocratie. Il n'y a pas de dictature parmi ces pays-là. Au sein du Sud global, en tout cas des BRICS, il y a aujourd'hui essentiellement des dictatures et ça ne les gêne pas d'accueillir l'Iran, d'accueillir l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., qui sont tous des dictatures. Et comment le monde pourrait se réorganiser vers plus de pouvoir ou de desiderata autour de ces pays-là? C'est là que moi je pense, précisément, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais à mots couverts, c'est là que je pense qu'on s'est fait des illusions. On s'est trompé. On a pensé que notre modèle, avec en particulier la démocratie, c'était ce à quoi tout le monde aspirait. Eh bien, peut-être pas. C'est pas rassurant, hein, et c'est pas nécessairement très, très réjouissant comme constat, mais je pense que c'est une réalité. On a pensé que notre modèle, oui, était attractif pour tout le monde.
C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit qu'en fait, on ne fait pas autant envie qu'on pensait. Alors peut-être que ces pays du Sud global vont revenir hein, peut-être de l'illusion qu'ils ont que suivre la Chine, la Russie ou je ne sais pas trop qui, c'est très bien. Peut-être qu'ils vont changer d'avis. Hein. Mais enfin, aujourd'hui, apparemment, c'est en tout cas pas ce qui l'emporte. On va dire ça comme ça. Je dis, c'est pas rassurant, c'est pas réjouissant, mais c'est un fait. Donc je pense qu'on est parti du principe que, évidemment qu'on avait le meilleur modèle, et évidemment que tout le monde allait vouloir nous suivre et nous imiter, etc. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une idée très très claire de ce que ces pays veulent. Hein. Je ne suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, ils ne veulent pas être... Ils ne veulent pas d'abord, ils ne veulent plus qu'on leur dicte leur conduite. Parce que ça, je pense là, il y a une grosse introspection à faire, si vous voulez, du point de vue des pays riches. On a quand même été beaucoup donneurs de leçons, il faut quand même le reconnaître, ça. Et bon, il y a un moment où, apparemment, il y a un ras-le-bol en face. Et ça, il faut se rendre compte du ras-le-bol. Alors, il faut peut-être aborder ces pays de manière un peu différente, hein, je ne sais pas, pour essayer de les reconquérir, en quelque sorte. Mais pour l'instant, à l'instant T, là, il y a un vrai problème, il y a une sorte de rejet, et là, il y a un vrai souci. Mais je ne sais pas sur quoi ça peut déboucher. Je suis d'accord avec vous que quand on regarde le clan d'en face, c'est pas nécessairement très, très réjouissant non plus. Oui, enfin une démocratie, on commence à... Ouais. Démocratie un peu malade quand même. Hein. Bon, je ne veux pas être désagréable non plus, mais... bon. Non, mais ça c'est le discours, elle se targue d'être la plus grande démocratie au monde, blablabla. Bof. Hein. Mais bon, c'est pas la Chine ni la Russie. Non, on est d'accord. Non, c'est pas l'Arabie Saoudite, et c'est pas l'Iran. Je suis d'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est en réalité où les pays qui ont été ajoutés aux BRICS. Bon, moi je pense honnêtement qu'il y a des raisons strictement économiques derrière tout ça. C'est essentiellement ça. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, au sein de ce groupe, on a les producteurs de pétrole, on a des consommateurs de pétrole, des producteurs de métaux intéressants ou critiques, ou je ne sais pas comment on les appelle. Donc ça fait un truc beaucoup plus diversifié qu'avant, et donc du coup une force de frappe plus importante. Et il est étonnant qu'un pays comme l'Indonésie, qui a priori était candidat, n'ait pas été intégré. Parce que là, pour le coup, bon, c'est pas une démocratie parfaite, mais c'est une démocratie. Hein. Et ça fonctionne en fait pas si mal que ça. Hein. Même si on peut porter certaines critiques contre Jokowi. Mais il y a des petites dérives, mais enfin, on n'est pas du tout dans une situation de détérioration majeure de la démocratie. Alors oui, ça c'est un peu... Enfin, on peut se poser des questions. Pourquoi ils n'ont pas été retenus? À la place, on a mis l'Éthiopie. Pas terrible, hein, comme démocratie non plus. Mais honnêtement, je pense quand même qu'il faut... nous, on en fait partie, hein, nous, l'Occident, ou les pays riches, pays industrialisés, vous appelez ça comme vous voulez, il faut quand même qu'on se pose des questions. C'est quand même nous qui avons été à l'origine de ce rejet. Hein. S'interroger pourquoi, comment faire pour éventuellement rattraper le coup, en quelque sorte. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas dire... Ouais, c'est une crise urticaire, ça va passer. Non. Je pense que c'est plus profond que ça. Il y a un vrai message politique. Je pense qu'il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas s'affoler non plus, mais même prendre acte de cette réalité. Oui. Bonsoir madame. Donc moi j'avais une question, c'est que vous ne l'avez pas beaucoup évoqué, mais quel rôle vous donneriez à l'Afrique, ou du moins à certains pays africains, dans cette contestation de l'Occident et à travers le Sud global? Ce qu'on a vu, et c'est particulièrement patent, je vous dis, dans les votes aux Nations Unies sur la crise ukrainienne, hein, on voit qu'il y a tout un tas de pays africains qui se sont abstenus. Alors, je vous dis, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont voté contre, hein, mais ils se sont abstenus. Donc ils n'ont pas appuyé
la position occidentale. Et ça, les pays africains étaient très nombreux. On a été là très surpris. Parce qu'on se disait, oh bah quand même, les pays africains, c'est plutôt des copains à nous. Enfin bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et ça, je vous dis, c'est pas nécessairement un activisme très négatif. C'est pas, oui, c'est pas du vote contre, mais l'abstention. Et cette abstention, elle manifeste simplement une volonté de ne pas suivre l'Occident. Et surtout, c'est une manifestation. Je pense que c'est important de comprendre ça aussi. Les problèmes de l'Occident, et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est quand même un problème majeur, surtout pour l'Europe. Hein. Ça n'est pas perçu, apparemment, par tout un tas de pays comme étant un problème majeur. Pour nous, c'est une crise existentielle. Pour eux, non. Et ce qui nous signifie par là, c'est que leurs problèmes, il faudrait peut-être qu'on les regarde, nous, occidentaux, comme des problèmes plus importants par le passé. Vous avez une citation du ministre des Affaires étrangères indien, qui, à mon avis, vraiment résume très bien ça. Il a dit, je ne sais plus à quelle occasion, qu'il faudrait quand même que, et il partait en particulier de l'Europe, que l'Europe arrête de penser que ses problèmes sont les problèmes du monde. Et c'est un peu ça avec la crise ukrainienne. Pour nous, on dit, c'est un problème majeur, parce que c'est un problème vital pour nous, vraiment existentiel pour l'Europe. C'est absolument pas existentiel pour l'Inde. L'Inde n'a rien à faire. Hein. Ça, il faut acter ça. Et les Africains, c'est pareil. Donc lui, son propos, c'est ça, que l'Europe arrête de penser que ses problèmes sont les problèmes du monde, et par contre, qu'elle comprenne que les problèmes du monde sont peut-être ses problèmes. C'était ça sa citation. Et je pense que ça résume assez bien la posture qui se cache derrière ce vaste ensemble du Sud global, le message ou le discours que porte ce Sud global. C'est un peu ça. Donc c'est là que je dis qu'il y a une vraie contestation de la réalité actuelle, enfin de l'ordre actuel tel qu'il a été mis en place et dominé par les pays occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bonsoir madame. Moi, je voudrais savoir la position de l'Europe exactement par rapport à tout ça. Sur quoi? Il n'y a pas de position. On fait non. On n'a pas de volonté, pardon, de faire une démarche. Non, il n'y a pas. Non, je pense qu'il n'y a pas. Le problème de l'Europe, c'est que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une politique étrangère de l'Europe. Hein. Bon, même si M. Borrell s'agite beaucoup et fait des grandes déclarations. Oui, il y a peut-être eu plusieurs déclarations laissant entendre qu'on comprenait qu'il y avait un mécontentement. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est de la rhétorique. Il n'y a pas vraiment de position active ou de prise de décision, d'action concrète qui serait prise à l'intention de ces pays du Sud global. Pas que je sache. Hein. Pas au nom de l'Europe, mais des pays européens. Ah, des pays européens ? On fait des grandes déclarations, là on est assez fort pour ça en général. Mais autrement, on continue toujours à faire de l'aide au développement ou je ne sais quoi, mais il n'y a pas... Ce qui, à mon avis, quand même est crucial, c'est l'organisation du monde, la structuration, et notamment les organisations internationales. Et c'est là que ça se passe, et c'est là qu'il y a une vraie revendication d'être mieux reconnu de la part de ces pays. Et là, on est très très réticent à changer quoi que ce soit. Hein. Bonsoir. Donc on n'aide pas, à mon avis. Hein, mais bon. J'avais une question sur l'Inde et sa place dans le Sud global. Donc, il me semble que Narendra Modi a quand même une envie de former un Sud global. Il a organisé des sommets et tout ce qui va avec. Mais d'un autre côté, est-ce que l'Inde, elle n'aurait pas une certaine envie de créer une certaine troisième voie avec par exemple le différentiel de croissance qui est avec la Chine ou tout le multi-alignement, toute sa politique étrangère. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle voie qui se créerait avec l'Inde en tête de file? Bon, que l'Inde se revendique comme étant le leader du Sud global, ça c'est clair. Hein. Mais je vous dis, elle n'est pas la seule. Hein. La Chine essaye, et la Chine avec notamment l'Organisation de coopération de Shanghai,
elle essaie un peu de faire ça. C'est une institution qui peut aussi monter en puissance et s'opposer au G7 aussi. Donc, bon, il y a plusieurs candidats, si vous voulez. Alors, c'est vrai que l'Inde l'a fait de manière très, très active, et surtout, l'an passé, il y a eu une séquence diplomatique indienne sur toute l'année, hein, parce qu'il y a eu le G20. Elle a organisé effectivement ce sommet du Sud global. Donc, il y a une volonté. Mais après, est-ce que ça peut déboucher? Il faudrait voir sur quoi ça débouche de manière vraiment, vraiment concrète. Alors, il va être intéressant de surveiller ce qui va se passer au G20 cette année au Brésil. Parce que là, vous avez une succession de présidences du G20. On a eu l'Indonésie il y a 2 ans, l'Inde l'an passé, on a le Brésil cette année, et on aura l'Afrique du Sud l'année prochaine. Donc là, on a un certain nombre des pays des BRICS qui successivement sont au G20. Et à travers ce G20, ils peuvent précisément porter un discours aussi. Alors bon, au sein du G20, il y a les autres aussi en face. Hein. Mais précisément au sein de ce G20, ils peuvent faire passer certains discours, enfin certains messages. Et par exemple, c'est quand même sous l'impulsion de l'Inde que l'Union africaine a été intégrée au G20 maintenant. Donc là, c'est un petit pas dans le sens, dans la direction d'une intégration de pays du Sud global dans des instances qui sont censées un peu organiser les choses. Mais bon, l'Inde n'est pas la seule à se revendiquer leader. Ça c'est un problème, et c'est vraisemblablement une faiblesse, justement, de ce groupe. Bonsoir madame, merci pour ce topo que j'ai trouvé extrêmement intéressant. J'ai une question par rapport aux États-Unis. Comment vous les voyez? Parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient les copains de l'Europe, mais ils ne sont pas non plus fondamentalement opposés à la BRICS. S'il n'y a pas de pétrole, ça ne les intéresse pas tellement. Donc l'Ukraine, ce n'est pas non plus leur problème. Voilà, je voulais savoir comment vous positionnez les États-Unis dans ces deux mouvements. Les États-Unis, bon, il y a des tensions avec l'Europe de temps en temps. Oui, certes, on n'est pas aligné à 100%, autonomie stratégique, etc., etc. Mais bon, malgré tout, on est alliés. Hein. Faut pas... Ah bah non, on a une alliance. Attendez. Non, les États-Unis, on peut être très critique des États-Unis, n'empêche que, bon, voilà, ce sont des alliés. Et vraiment, si le pire arrive, on sait bien vers qui on va se tourner et on connaît notre camp. Hein. Donc là, il y a pas, enfin, à mon avis, il n'y a pas vraiment de mystère. Bon, mais tout dépend un peu de qui va diriger les États-Unis. Ça, c'est la grosse incertitude. Parce que là, ce que je dis est valable sur le leadership actuel des États-Unis. Même si, je vous dis, ils prennent des distances à travers nous, ils nous font certains coups dans le dos, ou des coups de jarnac qui ne sont pas très agréables, certes, mais enfin, malgré tout, on reste alliés. Bon, si l'ami Trump revient en novembre, enfin, vraiment au pouvoir en janvier prochain, alors là, je ne sais pas. Là, vraiment, je ne sais pas du tout. Ça pourrait être un changement, là aussi, majeur. Parce que s'il y a une véritable volonté de la part des Américains de faire voler en éclats justement l'alliance, hein, alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, parce que du coup, pour nous, ça sera un vrai problème, mais ce n'est pas un problème que pour nous. Ça sera un problème pour le Japon, ça sera un problème pour la Corée du Sud, donc ça sera un problème pour l'ensemble de l'Asie de l'Est, avec la Chine qui, elle, commence à faire les gros bras. Et bon, donc là, ça pourrait être, on pourrait rentrer dans un monde fondamentalement différent. Ça, c'est complètement ouvert et là encore, un peu, alors là pour le coup, assez inquiétant. Bon, on n'en est pas encore là, à mon avis, on est quand même encore dans une situation où il y a une certaine logique, et la logique des alliances continue de fonctionner. J'avais une question, moi, c'est que vous avez identifié pays occidentaux et pays industrialisés. J'ai du mal à comprendre, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas, mais pays industrialisés, il n'y a pas que les pays occidentaux qui sont industrialisés. Non, mais
ceux qui sont industrialisés et qui fonctionnent bien, c'est quand même essentiellement là que ça se passe. Mais effectivement, vous avez raison, il y en a certains qui n'appartiennent pas à l'Occident au sens géographique du terme et qu'on met sous l'estampille occidentaux. Hein. Vous dites qu'à Corée du Sud, Japon, on les met là-dedans. Hein. Ce qui est un peu... Ce que je voulais entendre, c'est que beaucoup de pays du Sud aujourd'hui, je ne sais pas si on parle de la même industrie, mais aujourd'hui la Chine, mais également les pays pétroliers, ça reste un type d'industrie. Certes, c'est pas l'industrie qu'on a. Oui, mais c'est pas... Je suis pas là pour titiller, c'est juste Oui. je m'intéresse, Oui, c'est une question. Non, mais certes, la Chine est industrialisée, ça c'est vrai, ça c'est clair. Bon, la Chine, elle a d'autres caractéristiques qui font qu'elle ne rentre pas complètement dans la catégorie qui va bien, si vous voulez. Et le fait de l'absence d'une économie de marché pose un problème. Donc c'est vrai que c'est toujours très difficile, ces questions de catégorisation. Et je vous dis, c'est pour ça que je dis souvent, pays occidentaux ou industrialisés, allez hop, on met ça dans le même sac. C'est une manière de dire extrêmement simplificatrice et effectivement, il y a des trous dans la raquette. À l'inverse, dans le sud global, vous avez des pays qui se revendiquent du sud global, qui ne sont pas du tout au sud, mais qui là aussi, manifestent un certain mécontentement. Je pense que même au sein de l'Europe, vous avez des pays qui sont plus proches de la pensée du sud global que de la pensée occidentale. Hein. Je pense par exemple à notre ami Orban. Hein. Donc c'est difficile ces répartitions-là. Et moi, ce qui me tracasse, enfin qui m'agace un peu dans cette appellation sud global, c'est qu'on a l'impression qu'on a une division du monde qui est géographique. Et c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des pays qui appartiennent à ce qu'on appelle le sud global, qui ne sont pas du tout au sud. Enfin bon, c'est pas géographique. Là, je pense que vraiment, ce qui se cache derrière ce terme, je vous dis, c'est pas de la géographie, c'est un mécontentement, une insatisfaction et une révolte contre, enfin révolte c'est peut-être pas beaucoup dire, mais oui, une dénonciation en tout cas de la domination par une poignée de pays sur l'ordre international depuis la Deuxième Guerre mondiale. En gros, c'est ça. L'opposition, c'est là que ça se passe. C'est pas nécessairement géographique et c'est pas non plus nécessairement organisé autour du niveau de développement, enfin d'ailleurs du PIB par tête. Ça répond à votre question à peu près? Et c'est ça toute la complexité du truc. Hein. C'est qu'on ne sait pas bien où ça se passe, mais moi ce que j'identifie derrière ce terme de sud global, c'est la remise en cause de l'ordre existant. En gros, c'est ça. Et jamais ça n'avait été exprimé de manière aussi claire. Il y a eu des petites tentatives, ça fait pchit, comme dirait l'autre, mais là, ça commence un peu à s'organiser, se structurer. Bon, les BRICS, c'est une manière de structuration. L'OCS, c'est une autre manifestation. On peut en tout cas défendre ça. Mais voilà, c'est tout. C'est pour ça que pour nous qui avons été même les grands maîtres du jeu jusqu'à présent, c'est quand même très désagréable. Hein. Mais il faut se rendre vraiment à l'évidence, il se passe quelque chose. Et on ne peut pas rester sur nos acquis et nos certitudes. Et on fait envie. Ça reste un peu impressionniste et pointilliste, j'en conviens. Hein, mais bon, je ne peux pas expliquer ça. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Ah non, madame. il y en a encore une. Ah non, il y en a encore une. Il y en a encore une. Ah, Ambre est intarissable. Oui, elle est intarissable, votre. On profiter de... Eh bien, alors, on va mettre un terme à cet échange et on va laisser Ambre en privé. Merci. Merci.